Dans la partie précédente, la partie 2, nous avons vu le va-et-vient essentiel entre l'intime et le collectif, comment ils respirent ensemble dans le mouvement du vivant, et la présence et le lien entre soi et le monde. Là, nous allons plutôt nous enraciner et aller regarder du côté des traditions, la redécouverte de nos propres racines et la sagesse de nos terres. Donc depuis toujours, nous avons des récits où il est question d'êtres humains et d'individus qui partent fort loin pour se retrouver ou pour aller en quête d'un trésor ou autre chose d'essentiel, et où l'enseignement est qu'il suffit de regarder l'endroit, le sol, les liens et les personnes qui se tiennent là, à côté de soi et tout près de soi. Et depuis des décennies, en fait, on constate que bon nombre d'individus cherchent à renouer avec le sens du sacré, avec une forme de spiritualité. Il y a une véritable quête de sens. Et là encore, naturellement, ce regard ou les démarches se tournent beaucoup vers d'autres civilisations et traditions. Alors, c'est peut-être pour cela que dans le développement personnel et la santé naturelle, par exemple, beaucoup se tournent vers les traditions anciennes venues d'ailleurs, comme le yoga, l'ayurveda et les Védas, vers l'Inde, vers la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture, vers le Tao. Et ces traditions impressionnent en fait par leur cohérence, par leur profondeur, je dirais par leur immensité, parce qu'il s'agit d'enseignements mais monumental en termes de contenu. Et ces traditions, ces enseignements ont traversé les siècles en fait avec l'impression qu'elles n'ont pas perdu ni leur essence ni leur souffle. Elles sont restées comme enracinées à quelque chose qui est un point d'origine, comme s'il n'y avait aucune altération, aucune perte. Et la plupart de ces traditions nous rappellent le lien entre le corps et l'esprit, entre la matière et l'énergie, et entre l'horizontalité et la verticalité, dans quelque chose qui relie l'humain au divin, le ciel à la terre. Et ces enseignements témoignent en fait évidemment d'une richesse évidente, certaine, avec une origine fondatrice, et en tout cas comme si elle pouvait témoigner ou attester qu'il y a un endroit où les choses ont commencé, qu'il y a une origine à tout ça, à notre histoire, qu'elle soit personnelle ou collective. Ces traditions semblent faire un pont entre l'histoire et l'enseignement. Et elles fascinent non seulement par leur profondeur, mais parce qu'elles ont ou elles semblent avoir traversé le temps, avec non seulement une certaine continuité, mais en étant enracinées dans quelque chose de très ancien, de très profond. C'est comme si elles touchent en fait l'éternité, quelque chose de perpétuel et qui est donc là encore hors temps. Elles donnent l'impression d'un savoir ancien qui est resté absolument vrai et vivant, transmis sans rupture. Donc il y a vraiment cette continuité de sens et de valeur. De la même manière, il y a aussi sous une forme plus, je dirais, structurée, des civilisations anciennes qui continuent de nous interpeller. On a là l'Égypte antique, le mystère plus ou moins compris ou dévoilé des pyramides, la civilisation maya ou l'empire aztèque, qui laisse derrière elle du coup des traces visibles, tangibles, massives, et parfois pour certaines d'entre elles encore énigmatiques. En tout cas, elle témoigne d'une organisation du monde, de certaines visions, d'un rapport au sacré, de quelque chose, en tout cas, au moins en certains éléments qui dépassent encore aujourd'hui notre compréhension immédiate. Mais alors, là encore, il ne s'agit pas nécessairement de mystères, je dirais, cachés ou tronqués, mais c'est surtout et le plus souvent que nous ne comprenons tout simplement pas encore entièrement la nature de tout ce que le monde nous propose et nous présente, tout ce qu'il porte. Nous n'avons pas la clé de quelque chose qui réunifie toutes les créations et tous les enseignements. Alors, il y a évidemment des hypothèses, des avis, des faits qui se contredisent, qui se complètent, je dirais, peu importe. Mais en tout cas, il y a une vraie recherche de sens et d'ancrage dans quelque chose qui pourrait être comme quelque chose qui nous dit enfin, mais qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Et l'autre question, où allons-nous ?
Alors c'est précisément à cet endroit-là et à ce moment-là que se pose une autre question plus intime et sans doute plus exigeante, c'est et ici, et chez nous, sur la terre qui m'a vu naître, qu'en est-il de la richesse et de la sagesse qui habite cette terre? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il me faut encore aller chercher ailleurs pour fuir ou idéaliser ou je ne sais quoi? Ou est-ce que ici même, je peux regarder la qualité de présence et d'enseignement qui m'ont précédé? Donc si on regarde non seulement à l'échelle du temps présent, mais sur une échelle beaucoup plus grande, et même qu'on intègre celle de l'espace, donc si on zoome et si on dézoome, qu'en est-il donc de l'endroit où je suis né? Et plus loin, qu'en est-il de cette terre qui est apparue elle-même dans l'univers, de l'histoire qu'il a et qui m'a constituée, de cette vie en Occident et ici, en tout cas pour la plupart en France, dans telle région, dans tel département, dans telle ville, dans telle vallée, dans telle famille, à tel moment. Il y a vraiment là encore une juxtaposition avec des échelles différentes qui nous permettent de nous situer. Mais il faudrait, à mon sens, une carte en plusieurs dimensions où convergent à la fois le temps, les lieux, les territoires, les héritages, enfin beaucoup d'éléments pour rassembler en un seul endroit toutes les informations nécessaires et qui parlent de nous et de notre vie et de notre monde. Alors, si on se situe ici en France, inévitablement, c'est un lieu qui a son histoire, sa profondeur, ses valeurs et une énergie, une identité, une forme, une structure. Et moi, je dois admettre que plus j'ai trouvé la paix avec ma propre histoire personnelle, plus je l'ai reliée, pacifiée, intégrée, reconnue comme telle, fait avec, et plus je me suis sentie reliée et dédiée en fait à un niveau local, à un pays, à une terre, à un peuple, à un pays, à son histoire, à ses épisodes marquants. J'ai eu envie d'en savoir un peu plus en fait sur ce territoire-là, d'en savoir un peu plus, toujours plus sur ma famille, mais comme si en fait l'histoire proche et l'histoire lointaine, ou plutôt l'histoire petite, à mon échelle et l'histoire grande, à l'échelle de plus grand et de plus qu'un individu, en fait se répondaient. Et comme si elles se guérissent, elles évoluent et elles grandissent ensemble. Comme si vraiment on devient des adultes ensemble. Et il est vrai que en même temps que j'ai eu ce sentiment d'être en paix, de faire la paix avec moi-même, ma vie, mes origines, mon histoire, j'ai eu ce même sentiment de paix et d'amour en fait pour le territoire qui m'a vu naître, pour ma région, pour vraiment ses senteurs et ses parfums et ses repas et ces gourmandises qui me donnent en fait un sentiment d'appartenance et une forme d'identité et de joie, de quelque chose en fait qui me ressemble et que j'aime en fait. En clair, nos racines ne sont pas vierges. Et si là, on raisonne à l'échelle d'un pays, à savoir la France, on peut dire que même avant le christianisme, nos terres en fait étaient celtes et elles parlaient à l'eau, au vent, elles honoraient la nature et la parole donnée. Les Celtes habitaient ces terres-là, porteurs de traditions orales, d'un rapport très 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 étroit avec la nature et les éléments. Et puis vinrent les Romains, donc les bâtisseurs, les rois, des penseurs, des artisans. Voilà, notre culture s'est mêlée, brassée, élargie. Il y a eu bien sûr la foi, la langue, des langues locales, la science, les arts qui se sont rejoints pour façonner ce qu'on appelle aujourd'hui la France, incarnée dans des figures anciennes ou comme à travers des moments aussi fondateurs qui sont répertoriés sur une échelle historique, s'inscrit dans le christianisme et dans la structuration en fait d'un territoire, d'une culture et d'un peuple. Alors, notre héritage est évidemment stratifié, ce qui veut dire qu'il porte à la fois la voix des Celtes, la rigueur de Rome, l'intuition spirituelle du christianisme, celle des poètes, des savants, voilà, des différents artistes. Et il est donc fait de continuité, de rupture, d'ombre et de lumière, de paix et de guerre, de contrastes et d'enjeux majeurs et d'intérêts convergents et divergents. Donc c'est une terre qui porte, je dirais, des progrès, des guerres, des lieux saints et des miracles, des structures de pouvoir, des rois, des couronnements, des révolutions, des monuments historiques, des fleuves, des forêts très anciennes et bien d'autres choses encore. Alors,
reconnaître cela, ce n'est pas ni le ni se glorifier, c'est en fait renouer avec un héritage et là encore avec une continuité de sens et de valeurs. C'est admettre que notre civilisation, à travers ses contrastes et ses blessures, a laissé une empreinte qui continue d'agir en nous et même à façonner les territoires locaux ou l'espace national, là où les hommes sont nés, vivent et meurent et sont aussi enterrés. Parce que ce qui fait l'histoire, c'est aussi l'espace où la mort est accueillie et ce sont aussi nos cimetières. Donc, si on reprend l'échelle de l'histoire, évidemment, plus récemment, il y a les grandes fractures de l'histoire plus contemporaine, comme la Première Guerre mondiale, puis la Seconde, qui ont profondément marqué les corps, les esprits, les mémoires encore. Elles ont laissé des traces encore actives, plus ou moins conscientes ou inconscientes, dans notre manière d'être au monde, mais aussi dans notre façon de percevoir et d'interpréter les événements anciens, de les mettre en miroir avec des événements récents, de les comprendre, de les analyser. Et ces mémoires racontent beaucoup au sujet de nos peurs, de nos manques. Comme dans une vie personnelle, ce qui n'est pas traversé, intégré, travaillé, apaisé, réconcilié, ne disparaît pas, ça se rejoue. Et ce qui se rejoue agit dans le temps présent, parce qu'il est toujours actif au niveau émotionnel. Il en va de fait de même au niveau collectif, une histoire non intégrée, non pacifiée, non comprise, non révélée, reste de la même façon active, souterraine, influente, en tout cas, elle détermine encore les faits et gestes et compréhensions et décisions et choix d'une société. Alors, oui, il y a aujourd'hui une quête de sens, de valeur, un besoin de comprendre, de relier. Et cette quête, à mon avis, elle passe par plusieurs chemins qui se complètent et se répondent. Il y a une voie spirituelle qui s'attache peut-être à des formes de secrets ou de mystères, voire même à des mensonges ou des omissions à certains endroits de l'histoire, qui cherchent à comprendre ou à lever les voiles, qui peut se focaliser des fois seulement sur certains aspects, peut-être plus mystiques ou plus énigmatiques de l'histoire. Par exemple, il y a certaines régions de France, comme par exemple par rapport au Qatar ou aux Templiers, qui sont marquées par une quête spirituelle assez marquée. On a une autre voie qui est peut-être aussi un peu plus cartésienne, mais aussi plus consciente, qui accepte la complicité, les tensions, les contradictions, qui est capable de regarder simultanément différentes dimensions d'une même réalité. Donc c'est une voie qui relie, regarde, analyse, compare. Elle essaie d'intégrer en tout cas l'ombre et la lumière, de faire la part des choses. Elle essaie de faire œuvre de discernement et de clarté. Et puis il y a peut-être une voie plus politique, voire plus orientée. Dans cette perspective, par exemple, moi je pense à cette initiative en Vendée qui est le Puy du Fou, parce que ça peut être révélateur. C'est un espace du coup qui a un immense succès, y compris à l'international, qui est en même temps sujet à de nombreuses controverses. En tout cas, c'est discuté, c'est questionné sur la manière de raconter et ou d'orienter l'histoire. Et là, on voit bien donc que selon le regard, on peut adhérer ou ne pas adhérer en partie ou pas dans la totalité. En tout cas, il se joue des dissensions à travers ce que le Puy du Fou aujourd'hui représente et incarne. Et ça nous dit bien que l'histoire, elle est toujours d'actualité. Et elle nous prouve que le rapport à notre mémoire est toujours vivant. Et qu'il n'y a pas une version de l'histoire, mais qu'il y a notre relation à l'histoire et la façon dont nous la faisons parler aujourd'hui, soit à travers ce qu'elle est, soit à travers ce que nous voudrions qu'elle soit ou ce que nous souhaitons lui faire dire ou lui permettre de montrer ou de révéler ou d'occulter. Ça nous montre donc bien que le rapport à l'histoire, il n'est jamais neutre, jamais innocent, et qu'il est vraiment omniprésent dans notre façon aujourd'hui de regarder le monde et même de vivre les uns avec les autres. Nous ne manquons pas, à mon sens, tant d'informations que de discernement ou d'intégrité. Et peut-être que pour retrouver cette capacité à être vraiment lucide, peut-être qu'il nous faut changer de perspective. Parce que moi, en tout cas, je crois en cette voie qui éclaire nos origines et honore le chemin, sans chercher des héros ou des coupables, mais plutôt des vérités à plusieurs faces multiples et complémentaires.
Alors peut-être que l'enjeu et le défi se tient là, entre l'histoire individuelle et l'histoire collective. Ça serait de faire vivre nos racines plutôt que de les figer. Et par exemple, la France, l'Europe, l'Occident, tout cela forme un terreau fertile, riche, et ce n'est pas un modèle à imposer, mais c'est un héritage, à mon sens, à incarner, à honorer, à reconnaître, à porter. Et c'est un mélange d'art, de raison, de foi, de doute et de courage. Et s'y relier consciemment, ce n'est pas ni se refermer, ni s'isoler, ni rejeter, c'est retrouver une forme de verticalité intérieure et je dirais même une verticalité heureuse. Alors, ces racines, bien sûr, ne demandent pas à être vénérées, elles demandent juste à être habitées, à être aimées. Elles ne nous enferment pas, elles nous donnent vraiment cet axe vertical. Et elles nous rappellent en fait que la grandeur d'un peuple, elle ne réside pas dans la domination, mais dans sa juste capacité à unir à la fois ce qu'il a reçu et à le transmettre à l'autre et au monde. Et c'est sans doute ce que veut dire à mon sens se souvenir. Ce n'est pas revenir en arrière, mais c'est avancer vers ce qui nous porte. C'est assumer notre terre comme assumer notre vie. C'est se tenir debout dans notre vie comme sur notre terre pour mieux l'aimer, pour la faire fleurir et pour permettre à une pensée lucide de la porter plus loin pour le bien commun. Nos racines n'attendent pas qu'on les fige ou qu'on s'enracine dans la terre avec elles. Elles sont là pour ça déjà. Elles veulent juste qu'on les fasse respirer et qu'on s'élève avec elles pour grandir ensemble en fait. Pour être vraiment dans cette croissance et ce déploiement commun et individuel. C'est-à-dire là où l'individuel et le collectif en fait avancent ensemble et où l'histoire devient un présent individuel et un présent collectif. Alors, dans la prochaine partie, nous allons juste élever le regard vers le ciel, qui va regarder vers la terre tout entière et voir vraiment la grande œuvre du vivant qui se tient sous nos pieds et devant nos yeux.